Bien, bonjour mesdames et messieurs. Comme je l'annonçais à la fin du cours il y a quelques instants, il y aura le mercredi 21 mai une journée d'études, la première des journées d'études annuelles de la chaire d'histoire de la philosophie médiévale, dont voici normalement le programme. Les journées s'intitulent Pro et Contra. Donc on discute entre spécialistes. Donc, vous voyez, dans l'esprit qui anime le Collège de France, enseigner la recherche en train de se faire. La chaire d'histoire de la philosophie médiévale organisera chaque année une journée d'études consacrée aux travaux en cours dans les domaines de la philosophie, alliant culture du commentaire et culture de l'argument. Réflexion donc sur l'histoire de la philosophie, c'est dans le prolongement de ce qu'on fait ici, ses objets, ses méthodes, travail du concept en logique, psychologie, philosophie du langage et métaphysique. Ce sont mes domaines, il y en a d'autres, mais enfin je n'y suis pas particulièrement présent. Peser du pour et du contre, donc sur un spectre temporel large, le long Moyen-Âge, de l'Antiquité tardive à la première modernité. Les thèmes sont ceux des chercheurs, et ces journées sont censées refléter leur travail, dans une atmosphère d'échange et de partage, sans viser autre que le plaisir d'entendre et de suivre des parcours, des itinéraires qui ne sont pas nécessairement les miens, mais qui présentent quand même un fort lien avec ce qui nous occupe. Donc la première matinée, enfin la seule d'ailleurs à dire vrai, la matinée, 4 questions. Loi, disposition, personne, Kant au XIIIe siècle, par Jacopo Costa du CNRS. À 10h, Penser à l'instant, une lecture arabo-latine d'Aristote, Physique 7.3, par Jean-Baptiste Brenet, qui est professeur d'histoire de la philosophie arabe et médiévale à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous trouverez tout ça sur le site, après, bien sûr, du collège. Une belle intervention de Christophe Grelard, maître de conférence à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Que m'est-il permis d'ignorer ? La foi, l'ignorance et les limites acceptables de l'orthodoxie. Et enfin, David Simonetta, qui est ATER ici même et qui a largement contribué à l'organisation de cette journée, j'en profite pour le remercier. L'intuition dans le raisonnement, l'influence de Locke dans les manuels de logique anglais au XVIIIe siècle. L'après-midi, comme je l'annonçais tout à l'heure, sera consacré au De Signis du franciscain Roger Bacon. Et il rassemblera les meilleurs spécialistes du dossier. Le titre en est Signum est in predicamento relationis. Le signe se range dans la catégorie aristotélicienne de relations. Enfin, quand je dis aristotélicienne, c'est plus compliqué que cela. Une introduction par Laurent Cesali du CNRS et Madame Irène Rosier-Catache, qui est directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à la 5e section de l'École pratique des hautes études, et qui est la grande spécialiste de l'histoire de la philosophie du langage au Moyen-Âge, entre autres choses. À 15h15, les implications théologiques d'une définition relationnelle du signe. Et ensuite, nous aurons donc Costantino Marmo de l'Université de Bologne. Marmo est donc, comme je le disais, l'élève et le successeur d'Umberto Eco à Bologne. Et il a tout particulièrement travaillé sur ces grammairiens et logiciens qu'on appelle les modistes, et sur Bacon évidemment, et sur la question du signe dans cette période. Enfin, Laurent Cesali conclura avec la signification comme relation chez Roger Bacon, Olivier, Simon de Feversham et Duns Scott.
Vous voyez, ce sera une journée très riche, avec quelques-uns des, je peux maintenant me permettre de parler comme ça, des jeunes médiévistes, enfin ils sont un peu plus jeunes que moi, disons, et parfois nettement plus jeunes. Enfin, pas, bon, bref. Et, tout à coup, on vieillit en parlant, alors qu'il s'agissait de penser à l'instant. Bon, et pas... Donc, à l'instant qui passe, mais bon. Voilà, donc vous trouverez le programme plus en détail, tout est bien indiqué. Il y a des abstracts sur le site. Je remercie David de m'avoir redonné cela sur la clé. Et maintenant, nous passons donc au séminaire. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis incapable de commencer par le commencement. Ça trahit quelque chose, hein, de ma personnalité profonde. Donc, nous savons toujours plus de choses que nous ne le pensons, disais-je lors du séminaire du 10 avril, à propos de vous, de moi bien sûr, mais aussi d'abord et avant tout de Joseph-Marie de Gérando, 1772-1842, de Gérando, retrouvant dans son histoire comparée des systèmes de philosophie relativement aux principes des connaissances humaines de 1803, retrouvant donc Platon, Aristote et Zénon dans le débat médiéval du réalisme, du nominalisme et du conceptualisme. Platon répondant de l'universel ante rem, antérieur à la chose, Aristote de l'universel in re, de l'universel dans la chose, dans les choses, Zénon de l'universel post rem, postérieur aux choses. Selon Gérando, je vous le rappelle, c'est chez les nominalistes qu'on appelle à l'époque où il écrit, et qu'on appelle encore d'ailleurs, ou devrait encore appeler nominaux plutôt que nominalistes, c'est chez les nominales en latin. Vous savez que nominalista existe après tout, mais donc la première forme attestée, c'est nominales, les nominaux. C'est chez les nominaux qu'il faut chercher, alors il faudrait dire les conceptuels du coup, conceptuales, mais bon, alors les conceptualistes, quand même, le terme s'est tellement imposé dans l'usage que j'ai. Et il est tellement important de le mentionner tel quel, comme vous allez le voir. En tout cas, selon Gérando, c'est chez les nominaux qu'il faut chercher les conceptualistes, disciples à distance de Zénon et des stoïciens. Donc une position, le conceptualisme, qu'il distingue du nominalisme radical de Rosselin de Compiègne, qu'il appelle, on est, je répète, en 1803, on n'est pas en 2014 avec Gérando. Il appelle donc Rosselin de Compiègne, celui que nous appelons Rosselin de Compiègne aujourd'hui, Rousselin. Donc il distingue le conceptualisme du nominalisme radical de Rousselin et donc met en place un schème qui va avoir une certaine fortune dans l'histoire de la philosophie française, dans l'histoire française de la philosophie, le schème des trois classes de nominaux, des trois variétés de nominaux auxquelles nous pouvons venir dès à présent. Donc Joseph-Marie de Gérando, 1772-1842, il écrit dans son histoire comparée des systèmes de philosophie relativement aux principes des connaissances humaines, on distingua, alors nous sommes à la fin du XIe siècle, début du XIIe, on distingua trois classes de nominaux. Les premiers, avec Rousselin, allaient jusqu'à dire que les universaux n'ont pas même d'existence dans l'esprit,
que les genres ne sont que des mots et non des idées, ce qui semblait réduire la science à une terminologie toute conventionnelle. Une terminologie. Pourquoi? Parce que si il n'y a pas de genre et d'espèces qui existent réellement dans les choses, il n'y a pas de science universelle des choses. Il n'y a que des définitions de mots. On définit des mots. La science n'a pas, au fond, de domaine d'objectivité. Hein. Elle n'est qu'une terminologie. Nous prétendons connaître le monde, hein, nous ne faisons que, au fond, interposer entre une réalité qui nous échappe et nous-mêmes un voile de termes. Les gens ne sont que des mots. Donc, vous voyez, vous vous rappelez notre point de départ, hein, le triangle sémantique hein, d'Aristote, mots, concept, chose. Du côté des mots, Rosselin, Rousselin. Deuxième classe de nominales. Les seconds, Abélard, comme on disait à l'époque, ou Abélard. Abélard, à leur tête, combattirent cette exagération et s'exprimèrent avec plus de réserve. Abélard, ce génie étonnant pour son siècle, dialecticien aussi adroit qu'éloquent orateur, sentit le besoin de rattacher les notions générales aux perceptions individuelles. L'esprit, dit-il, les en déduit des perceptions individuelles. L'esprit déduit les notions générales des perceptions individuelles. Donc c'est un empiriste, Abélard, hein, tout bêtement. L'esprit les en déduit et le langage les représente. L'esprit, le langage. Abélard a deux pieds. Un dans l'esprit, l'autre dans le langage. C'est important pour comprendre ce qu'est le conceptualisme, comme vous allez le voir. L'esprit, donc, les en déduit et le langage les représente. Ainsi, quoique le langage soit nécessaire aux universaux, ce ne sont point de simples noms. Et quoique les universaux aient un fondement réel dans les individus, ils ne sont point non plus des réalités absolues et indépendantes. Donc c'est une philosophie chèvre-chou, c'est une philosophie de la médiation hein, entre tout est langage et rien que langage, et il y a des choses universelles. On est sur le fil entre les deux. Et en cela, il se rapproche d'Aristote. La position d'équilibre, c'est l'aristotélisme. Troisième classe de nominales, et alors là, coup de théâtre, une troisième classe se renferma davantage dans la pensée de Zénon. Elle vit surtout dans les universaux une opération de l'esprit, une manière de concevoir, par laquelle il rassemble, ordonne et compare les individus. Elle refusa ainsi aux universaux toute réalité physique, ne leur accorda d'existence que dans l'entendement, et de là vint le titre de conceptualiste qui lui fut donné. Gérondeau n'a pas lu l'Isagoge de Porphyre. Il ne connaît que de seconde main, en 1803, l'énoncé original du questionnaire de Porphyre. Il le connaît de seconde main, ça ne veut pas dire qu'il ne le connaisse pas, hein, mais il en connaît une certaine formulation. Par l'intermédiaire de Ramus, Pierre de la Ramée, ou Pierre la Ramée, un personnage très intéressant, Pierre de la Ramée, sur lequel j'espère revenir un jour, peut-être même ici, car c'est un des personnages centraux de la pièce de théâtre de Christopher Marlowe
qui s'appelle Massacre at Paris, Massacre à Paris, qui raconte la Saint-Barthélemy. Et Pierre de la Ramée a fait partie des gens qui ont été effectivement, en l'occurrence assassinés, le lendemain de la Saint-Barthélemy. Le massacre dure en fait plusieurs jours et il est poignardé après que ces juges, qui le jugent vite fait, bien fait quand même, n'est-ce pas, lui ont dit « Est-ce que ça ne serait pas toi qui te serais moqué d'Aristote et de l'Organon ? Eh bien, prends ça !» Donc c'est du Marlowe. On peut même mourir à Saint-Barthélemy parce qu'on s'est moqué d'Aristote, n'est-ce pas ? Ma foi, il s'était moqué d'Aristote, effectivement. Et donc, bon, enfin, ça serait bien de lire toute la scène. On pourrait imaginer de faire comme à l'école primaire, un spectacle de fin d'année, où on jouerait sur cette estrade, ou dans la pédagogie jésuite, après tout. On pourrait monter une petite pièce de théâtre. On n'aurait rien, on montrait la scène en question. Bon, il faut dire que ce serait quand même difficile de faire du neuf, étant donné que je crois que c'est la première mise en scène qu'a réalisée Patrice Chéreau, Massacre at Paris, donc bon, il y aurait du... Enfin, en tout cas, Gérondeau n'a lu que de seconde main le questionnaire de Porphyre rapporté par Pierre Laramée. Bon, mais de seconde main, il tombe juste quand même en rapatriant le portique ou la stoa dans le questionnaire de Porphyre. Sans le questionnaire, puisqu'il est relégué dans une vague note, n'est-ce pas ? Et bon, et dans la version de Pierre de la Ramée. Mais sans le questionnaire, mais c'est ce que je soulignais à la fin du séminaire du 10 avril. Sans le questionnaire, mais avec Brooker. Brooker et son Historia Critica, qui est la source explicitement alléguée par Gérondeau dans ce remarquable diagnostic qu'il pose sur l'histoire de la querelle des universaux en y impliquant à distance Zénon et la théorie stoïcienne de l'universel. Alors, cette source, c'est la première grande histoire de la philosophie. C'est donc l'Historia Critica Philosophiae amundi incunabulis ad nostramusque aetatem deducta, depuis donc effectivement le commencement des temps, si je puis dire, jusqu'à nos jours. 5 volumes, et bon, ce ne sont pas des haïkus. Il y a 5 énormes volumes qui deviennent 6 d'ailleurs, et c'est dans le... En quelque temps, on en reparlera tout à l'heure, c'est dans le 6e volume, dans l'appendice du 6e, un des appendices du 6e volume, que, comme le dit Gérondeau, Brooker a développé avec sagacité cette origine de la dispute des nominaux et des réalistes en la faisant remonter aux doctrines de l'Antiquité. C'est-à-dire donc les 3 écoles platoniciennes, aristotéliciennes, stoïciennes et la querelle des universaux médiévales sont mises en relation explicitement par Brooker. Et donc c'est évidemment intéressant pour nous. Johann Jakob Brooker, 1696-1770, donc l'auteur de la première grande histoire de la philosophie. Mais donc Gérondeau s'appuie sur Brooker, mais pas seulement sur Brooker, car Brooker n'est pas sa seule source. Et Gérondeau, dans une seconde et longue note de ce texte consacré à la querelle, donc ouvre pour nous ces dossiers. Et il nous dit quels sont les documents à consulter en 1803. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le sujet, si je peux dire, sur la question, en 1803.
y figure, et c'est très remarquable pour nous, un texte médiéval. Bon, donc tout n'est pas de seconde main. Ce texte, c'est le Métalogicon de Jean de Salisbury, contemporain d'Abélard. J'y reviendrai dans un instant. On trouve aussi et en outre, parmi les sources à consulter, nous dit Gérandeau, un texte contemporain de Gérandeau. Alors là, c'est évidemment de seconde main pour lui. Quel est ce texte contemporain? C'est un ouvrage sur lequel j'aurai l'occasion de revenir dans les années qui viennent même, les éléments, the elements of the philosophy of the human mind, les éléments de la philosophie de l'esprit humain de Dugald Stewart et d'autres textes sur lesquels on reviendra bientôt. Alors, on trouve donc des détails, nous dit Gérandeau, sur cette controverse dans Jean de Salisbury et chez Dugald Stewart. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce point, pour deux raisons. D'abord, quand même, tout le monde ne connaît pas nécessairement Jean de Salisbury, donc je vous rappelle que Jean de Salisbury donc, a vécu entre 1115 et 1180 et qu'il est l'auteur de au moins deux grands textes. Le Métalogicon, 1159, Johannes Saresberiensis, c'est son nom en latin, dont il y a maintenant une édition critique excellente. Il y avait d'ailleurs une assez bonne édition avant. Dans la continuatio medievalis du Corpus Christianorum, et il y a une traduction française, signalons-le, c'est rare, due à François Lejeune, presse de l'Université Laval, 2009, c'est récent, relativement. Et d'autre part, il y a cet ouvrage fondamental de l'histoire de la pensée politique, le Polycraticus, traduit en français sous les Valois, puisqu'il y a eu toute une politique de traduction en langue vernaculaire lancée par Charles V et poursuivie par Charles VI pour doter la France d'un certain nombre de textes de philosophie politique susceptibles de fournir en idée l'École nationale d'administration de l'époque, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelait les clercs du palais de Charles V et de Charles VI. Donc il existe une traduction française qui s'appelle le Polycratique, et dans laquelle vous trouvez toute une série de choses extrêmement intéressantes, notamment la fameuse théorie des deux glaives, mais bon, on parlera de ça une autre fois. Alors, deux tâches archéologiques. Pourquoi est-ce que j'insiste sur Dugald Stewart et ses Elements of the Philosophy of the Human Mind? Deux tâches archéologiques. Il nous faut, j'insiste là-dessus parce qu'il nous faut faire deux choses. Premièrement, réfléchir sur l'origine des schèmes narratifs, c'est quand même le thème de ce séminaire, hein, comment fait-on l'histoire de la philosophie. Réfléchir sur l'origine des schèmes narratifs mis en œuvre par les philosophes et les historiens de la philosophie. Par les philosophes, souvent sur les pas des historiens de la philosophie, on va en voir des exemples, mais aussi évidemment par les historiens de la philosophie sur les pas des philosophes. Et souvent, les historiens de la philosophie sont eux-mêmes des philosophes. Ça veut dire donc s'interroger sur les schèmes conceptuels qui fondent les schèmes narratifs et sur la relation qui existe entre ces schèmes conceptuels et ces schèmes narratifs, sachant qu'elle peut jouer dans les deux sens, cette relation. Deuxièmement, je veux mettre en évidence, ça c'est un souci qui sera le mien encore l'année prochaine, hein, mettre en évidence l'importance philosophique et historiographique de la relation entre philosophie écossaise et philosophie française.
dans la construction des schèmes narratifs et conceptuels qui ont assuré un double passage, n'est-ce pas? Le passage du questionnaire de Porphyre d'un côté à l'objet philosophique qu'est le problème des universaux. C'est quand même un problème philosophique, le problème des universaux. Même s'il y a plusieurs formulations de ce problème, c'est bien un problème. Mais c'est aussi un objet historique qui est dérivé du questionnaire de Porphyre, à savoir la querelle des universaux. Le problème des universaux et la querelle des universaux ne sont pas nécessairement la même chose. Et c'est ce que j'essaie de montrer, à dire vrai, ici. Alors, je ne reviens pas disons, enfin, bon, mais quand même, avant d'enchaîner, je voudrais dire que ces deux tâches, évidemment, sont liées dans mon esprit. La première, réfléchir sur l'origine des schèmes narratifs, et deuxièmement, mettre en évidence la relation entre philosophie écossaise et philosophie française. Les deux ensemble sont liés. Ils sont même en intersection, et à leur intersection, il y a le philosophe et historien de la philosophie que nous avons plusieurs fois évoqué au cours de ces séances et que j'évoquerai encore aujourd'hui probablement et demain peut-être, à savoir Victor Cousin. Alors je ne reviens pas sur la j'appelle les triangulations, n'est-ce pas, sur la projection rétrospective du triangle sémantique d'Aristote sur la détermination de l'objet, skopos, de l'Isagoge, via l'objet des catégories, vous vous rappelez, catégories sont-elles des mots, des concepts, des choses, dans le commentarisme tardo-antique et médiéval. Et vous vous rappelez qu'on avait vu que, effectivement, il y avait au cours du temps, n'est-ce pas, on avait construit ce dispositif articulant les phonai, les pathemata, tes psyches et les pragmata, devenus en latin voces, puis mots, onomata, chez les Grecs, nomina et sermones. Tous ces termes ont leur importance. En latin, au fil du temps, les affectations concept, pathemata, conceptus, intellectus, intentiones, et enfin les choses, pragmata et res. À ce triangle, évidemment, on peut, et vous allez le voir, on peut faire correspondre deux triangles historiques. La distinction entre nominalisme, conceptualisme et réalisme, ça saute aux yeux, ça va de soi, mais aussi, comme vous allez le voir, et il faut voir comment tout cela s'ajuste, chez Gérando, la distinction entre trois variétés de nominalistes. Les nominalistes radicaux, Rosselin, les nominalistes aristotéliciens, Abélard, et les nominalistes stoïciens, pilotés à distance par Zénon. Donc vous voyez, je ne reviens pas sur ce triangle. Maintenant, j'espère que vous l'avez bien en tête. Et je ne reviens pas non plus sur la relation évidente, il suffit de le voir au tableau, existant entre la détermination de cet objet de l'Isagoge, de quoi parle l'Isagoge, mot, concept, chose, et le schème philosophique à la fois conceptuel et narratif qui préside à la construction du problème des universaux comme querelle des universaux, opposant effectivement nominaliste, conceptualiste et réaliste. Les deux triangles sont isométriques ou, si vous préférez, plus simplement superposables. Triangle mot, concept, chose, et puis nominalisme, conceptualisme, réalisme. Je veux en revanche considérer avec vous la manière dont c'est historiquement mise en place cette superposition. Comment un triangle a donné l'autre, si vous voulez. Et l'évolution qu'elle a subie. Je veux voir avec vous les étapes par lesquelles elle est passée, cette construction historienne, historique de la querelle des universaux. Et comment elle s'est déroulée dans la réalité. Le propos est éminemment donc archéologique. Le phénomène est une illustration, je crois, assez bonne de ce que
peuvent bien être le terrain et les méthodes de l'archéologie philosophique. Alors, commençons ce récit. Nous sommes au mois de mai 1845. L'Académie des sciences morales et politiques met au concours pour le prix à décerner en 1848, mauvais timing, n'est-ce pas? C'est comme si on avait mis au concours un prix à décerner en 1968. Bon, en tout cas, elle met au concours le sujet. Le prix sera décerné quand même, ne faisons pas régner un suspense. Le sujet suivant. Examen critique de la philosophie scolastique. Alors, vous connaissez le système, l'Académie dit, voilà, rédiger un examen critique de la philosophie scolastique, et puis le meilleur gagnera un prix. Bon. Mais évidemment, il faut remplir un programme. Et selon le second point du programme, donc du concours de 1845-48, les concurrents doivent s'attacher, alors je note chaque point du programme, c'est ce que vous devez faire si vous voulez gagner le concours. Point 2. S'attacher, je cite, à la grande époque, l'époque classique de la philosophie scolastique, celle qui remplit le XIIIe et le XIVe siècle, qui commence à l'introduction en France, et je souligne en France, de la métaphysique et de la physique d'Aristote et des commentateurs anciens de ces deux ouvrages, par le moyen de traductions latines, et qui se termine à peu près au Concile de Florence et à la prise de Constantinople. Donc, on a une date 1453. C'est-à-dire à l'introduction en Europe des autres monuments et des autres systèmes de la philosophie grecque. Alors, le lecteur d'aujourd'hui, 2014, notera au passage les deux termes qui m'ont étonné moi-même quand même, de monuments et de systèmes, dont l'écho inattendu, enfin qui était inattendu pour moi en tout cas, se fait encore entendre dans la double caractérisation de toute philosophie selon Martial Guéroult. 1891-1976, successeur de Gilson au Collège de France, sans lui succéder dans une chaire d'histoire de la philosophie médiévale, puisque Gilson parti, on crée une chaire intitulée « Histoire et technologie des systèmes philosophiques » que Guéroult a illustré particulièrement, je dois dire, de 1951 à 1962. Et une des thèses fondamentales de la technologie des systèmes philosophiques, en tant qu'elle est aussi une histoire de la philosophie, est que, c'est les deux mots, chaque philosophie est un monument singulier et un système de preuves démontrant des vérités. Le troisième point du programme de 1845-1848 invite les concurrents, P3.3, parmi les discussions des écoles rivales au XIIIe et au XIVe siècle, ils invitent à donner une attention toute particulière à la querelle, le terme est là, du réalisme, du conceptualisme et du nominalisme, tout en recommandant aux candidats, dans le cinquième point, de se renfermer autant qu'il est possible dans le domaine de la philosophie proprement dite et en restant étranger à celui de la philosophie. De la théologie, bien sûr. Bon, je peux maintenant démissionner. Qu'est-ce qu'on est ? Ça y est, mon heure a sonné. Rester étranger à celui de la théologie. C'est terrible, c'est filmé, ça, je suis fichu. Là. On dira, voilà, c'est un théologien.
je mettais mon mot de passe. Hein, c'est un joker, j'ai droit à supprimer une erreur. Donc j'ai bien dit théologie et pas philosophie. Bon, alors je vais faire très attention à ce que je dis maintenant. Dans le 4e point, il était recommandé aux candidats de ne pas se borner à retracer l'histoire des écoles et des systèmes, mais on les invitait vivement à rechercher, je cite, la part d'erreur et surtout la part de vérité que ces systèmes et écoles peuvent contenir, et on leur demandait enfin de s'appliquer à dégager, tout ça sont les termes du programme, hein, et à mettre en lumière ce qui, soit parmi les principes, soit parmi les procédés, soit parmi les résultats, principes, procédés, résultats, que nous a légué la philosophie scolastique, ce qui pourrait encore être mis à profit par la philosophie de notre temps. Voilà donc le programme de 1845. Ce programme est inspiré, il n'y a pas de mystère, par Victor Cousin. Donner une attention toute particulière à la querelle du réalisme, du conceptualisme et du nominalisme à l'époque classique de la philosophie scolastique, cela veut dire deux choses. Premièrement, que la querelle des universaux est la pièce centrale de la philosophie médiévale. Et deuxièmement, ça veut dire, puisqu'on se centre sur une querelle à l'époque classique de la philosophie scolastique, qu'on laisse de côté, si vous voulez, qu'on laisse de côté l'origine de la querelle. Autrement dit, que cet examen critique de la philosophie scolastique censé déboucher sur le présent n'a pas de visée généalogique. Il n'est pas question, en somme, de s'attarder sur le haut Moyen-Âge, sur ce qu'il y a avant le XIIIe et le XIVe siècle. Le premier point, donc, est le credo de Victor Cousin. Alors, je vous rappelle un certain nombre de choses qu'on a vues. Le texte du tome 3 des fragments philosophiques consacrés à la philosophie scolastique que je vous avais lu dans la 4e édition, publiée à Paris en 1840, où Cousin écrivait « Si dans la scolastique on écarte la théologie, pour considérer seulement la philosophie proprement dite, donc vous reconnaissez quasi le vocabulaire du programme de 45, cette philosophie est tout entière dans la querelle du nominalisme et du réalisme. À quoi, cependant, il faut ajouter la position d'Abélard qui, je cite, combattant à la fois les réalistes et les nominaux, expose cette opinion intermédiaire qui, depuis, quand a été appelé le conceptualisme. Notre triangle, donc, est là, et bien là. Mais il était évidemment déjà là, et mot pour mot, dans l'introduction du texte pionnier de Cousin, donc, avant donc, le programme de 1845, le texte pionnier de Cousin intitulé « Ouvrage inédit d'Abélard pour servir à l'histoire de la philosophie scolastique en France », publié en 1838. Je vous ai dit à plusieurs reprises que Victor Cousin était aussi un éditeur de textes. Il a donc édité Abélard, mais j'avais insisté aussi sur le fait qu'il avait édité Proclus, pour quand même la première fois d'une manière... et puis vous allez voir qu'il a aussi édité quelqu'un d'autre qui a une certaine importance dans l'histoire de la philosophie française. Donc, ouvrage inédit d'Abélard pour servir à l'histoire de la philosophie scolastique en France. Et ces ouvrages publiés en 1938
sont publiées dans une série dont l'intitulé dit bien la dimension politique, institutionnelle et idéologique, puisqu'elle s'intitule « Collection de documents inédits sur l'histoire de France », publiée par ordre du roi et par les soins du ministre de l'Instruction publique. Donc il y a une visée là, hein, l'histoire de France. Cousin, dans son introduction à ses ouvrages inédits d'Abélard, articule deux schèmes ternaires. Le premier concerne l'histoire de la scolastique et le second concerne l'histoire de la querelle des universaux. Les deux déclinent la même image des trois âges de la vie. Jeunesse, splendide maturité et vieillesse qui n'est qu'une mort incoative, n'est-ce pas ? Donc jeunesse, maturité, vieillesse et mort. La scolastique a trois époques. Du XIe siècle jusqu'au XIIIe, où commence l'âge classique de la scolastique, alors du XIe siècle jusqu'au XIIIe et jusqu'à l'organisation de l'Université de Paris, c'est l'enfance de la scolastique. Du XIIIe siècle jusqu'au XVe, c'est l'âge de sa virilité, où toutes les grandes universités de l'Europe, les grands ordres religieux fleurissent. Du XVe jusqu'à la fin du XVIe, c'est le temps de son déclin, où elle languit et s'éteint peu à peu dans la décadence du Moyen-Âge, sous les premiers essais de réforme en tout genre, j'adore ça, aux approches d'une langue nouvelle, d'un esprit nouveau, d'une nouvelle époque de l'humanité. Donc la scolastique a trois époques. Mais j'ai dit aussi que la querelle des universaux avait elle-même trois époques. Donc, je continue avec ce deuxième schème cousinien sur la querelle des universaux. Si dans la scolastique, alors vous voyez comme Cousin écrit toujours la même chose d'une certaine façon, hein. Si dans la scolastique, on est... Mais bon, ce n'est pas une critique, hein. D'une certaine façon, c'est reposant. Si, dans la scolastique, on écarte la théologie pour considérer seulement la philosophie proprement dite, cette philosophie est tout entière dans la querelle du nominalisme et du réalisme, et cette querelle peut se diviser aussi en trois époques. C'est un peu plus fin à chaque fois, hein. Elle naît à l'occasion de la phrase de Porphyre. Vous vous souvenez de notre phrase de Porphyre ? Et sa naissance, la naissance, hein, est celle de la philosophie scolastique. Donc la querelle des universaux et la philosophie scolastique naissent toutes deux de cette fameuse phrase de Porphyre. Bon. Deuxièmement, deuxième époque, lutte vive et passionnée, hein, donc c'est l'âge classique. Aux luttes vives et passionnées de cette première époque succède le règne au moins apparent de l'une des deux opinions rivales. Alors je vous dis tout de suite qu'il s'agit du réalisme, hein. C'est le réalisme qui, au XIIIe siècle et pendant une partie du XIVe, règne en apparence. L'opinion vaincue dans la première époque et condamnée au silence dans la seconde reparaît dans la troisième et finit par triompher. Et ce triomphe de la première opinion, qui a vu naître la scolastique avant d'être refoulée par le réalisme, eh bien, ce triomphe, c'est une victoire à la Pyrrhus, si je puis dire, puisque la victoire vous avez reconnu, du nominalisme, hein, est en même temps la mort de la scolastique. Hein, donc, on reprend, la querelle naît à l'occasion de la phrase de Porphyre et sa naissance est celle de la philosophie scolastique. Aux luttes vives et passionnées de cette première époque succède le règne au moins apparent de l'une des deux opinions rivales, entendez le réalisme. L'opinion vaincue dans la première époque, entendez le nominalisme, et condamnée au silence dans la seconde, reparaît dans la troisième et finit par triompher. Et son triomphe
est le tombeau de la scolastique. Donc les deux opinions qui s'affrontent sont le réalisme et le nominalisme. Le réalisme l'emporte un temps. Le nominalisme l'emporte pour finir et emporte avec lui la scolastique. Le héros de l'histoire, de cette triste histoire, est l'inventeur de la troisième voie, le conceptualisme. Ce héros est un héros national, car il est rien de moins que le fondateur de la philosophie française. Ce héros, c'est Abélard. La thèse est claire et nette. La scolastique est née en France. Et Abélard, c'est la France. C'est l'idée-force qui s'est emparée de Cousin entre le cours de 1829, où il a fixé le caractère général, écrit-il, marqué les périodes, je le cite toujours, signalé les grands noms, esquissé les principaux systèmes de la philosophie scolastique. Alors, là, et donc, ce moment est 1838, où il publie les ouvrages inédits d'Abélard. Entre 1829 et 1838, il s'est rendu compte du fait qu'il fallait absolument éditer ce grand homme. Et vous voyez maintenant ce qu'il écrit. J'ajoute ici que la scolastique appartient à la France, qui produisit, forma ou attira les docteurs les plus illustres. L'Université de Paris est au Moyen-Âge la grande école de l'Europe. Il faudrait souffler ça à un ministre quelconque en lui disant vous remplacez Moyen-Âge par troisième millénaire. L'Université de Paris est au Moyen-Âge la grande école de l'Europe. Or, l'homme qui, par ses qualités et par ses défauts, par la hardiesse de ses opinions, l'éclat de sa vie, la passion innée de la polémique et le plus rare talent d'enseignement, concourut le plus à accroître et à répandre le goût des études et ce mouvement intellectuel d'où est sorti au XIIIe siècle l'Université de Paris, cet homme est Pierre Abélard. Alors, Abélard n'est pas que l'inventeur du conceptualisme. Il est aussi, et Cousin s'en rend bien compte, le principal introducteur de la dialectique en théologie. Quand, jusqu'à lui, on se contentait d'un peu de grammaire et d'un peu de logique pour exposer les dogmes sacrés. On voit cela, le rôle d'Abélard. Si précisément, on ne se renferme pas complètement dans le domaine de la philosophie proprement dite, comme le suggère le programme de l'Académie en 1845. Les deux disciplines, philosophie et théologie, sont inséparables, et le rôle d'Abélard en est la preuve absolue. Abélard et Descartes, deux héros français. Deux paradigmes nationaux. Par le premier, par Abélard, la France a donné la philosophie scolastique à l'Europe. Par le second, Descartes, elle l'en a débarrassé, lui donnant en cela, à l'Europe, la philosophie tout court. Bon, Cousin sait écrire, hein, puis il prépare des réformes sans arrêt, donc il sait où il veut conduire son public. Donc, je trouve ça très beau. Abélard a donné la philosophie scolastique à l'Europe, Descartes l'en a débarrassé. Et en cela, il a donné à l'Europe la philosophie tout court. Alors, Abélard et Descartes, l'introduction de la dialectique dans la théologie pouvait seule amener, écrit Cousin désormais, hein, cet esprit de controverse qui est le vice
et l'honneur de la scolastique. Abélard est le principal auteur de cette introduction. Il est donc le principal fondateur de la philosophie du Moyen-Âge, de sorte que la France a donné à la fois à l'Europe la scolastique au XIIe siècle par Abélard et au commencement du XVIIe dans Descartes, le destructeur de cette même scolastique et le père de la philosophie moderne. Et il n'y a point là d'inconséquence. Alors là, le génie français, enfin non, je n'ai rien contre non plus, hein, mais bon, il n'y a point là d'inconséquence, car le même esprit qui avait élevé l'enseignement religieux ordinaire à cette forme systématique et rationnelle qu'on appelle la scolastique, pouvait seul surpasser cette même forme et produire la philosophie proprement dite. Donc, Abélard et Descartes, c'est la France. Abélard et Descartes, je cite, sont incontestablement les deux plus grands philosophes qu'ait produit la France, l'un au Moyen-Âge, l'autre dans les temps modernes. Alors, ne sourions pas. De là découle le projet éditorial de Victor Cousin, qui note dans son introduction aux ouvrages inédits d'Abélard que 12 années plus tôt, c'est-à-dire 12 années avant 1838, la France n'avait même pas une édition complète de Descartes. Scandale. Ce qu'elle a maintenant. Grâce à qui? Merci qui? Eh bien, merci Victor Cousin, puisque grâce à Victor Cousin, on a maintenant les 11 volumes des œuvres complètes publiées par ses soins en 1826. Et eh bien, elle attendait encore une édition complète d'Abélard, 12 ans plus tôt, et eh bien, elle l'a désormais grâce au volume des ouvrages inédits que compléteront en 1849 et 1859 les deux volumes des Opéras Pétri Abélardi. Il remet ça, donc on a publié avec la collaboration de Jourdain et Despois. Donc Abélard et Descartes, c'est la France, on pourrait même dire aussi c'est la Bretagne. Car, je m'adresse au bonnet rouge, bien entendu, car aux yeux de Cousin, Abélard et Descartes ne sont pas seulement français, ils appartiennent à la même province, à cette Bretagne dont les habitants se distinguent par un si vif sentiment d'indépendance et une si forte personnalité. Et d'ajouter, de là, dans les deux illustres compatriotes, avec leur originalité naturelle, une certaine disposition à médiocrement admirer ce qui s'était fait avant eux et ce qui se faisait de leur temps. L'indépendance poussée souvent jusqu'à l'esprit de querelle, la confiance dans leur force et le mépris de leurs adversaires. Plus de conséquence que de solidité dans leurs opinions, plus de sagacité que d'étendue, plus de vigueur dans la trempe de l'esprit et du caractère que d'élévation ou de profondeur dans la pensée, plus d'invention que de sens commun, abondant dans leur sens propre plutôt que s'élevant à la raison universelle, opiniâtres, aventureux, novateurs, révolutionnaires. Alors, je rappelle que Descartes est né en Indre-et-Loire, n'est-ce pas? Non, c'est mon chapitre, la réforme des régions. Enfin, c'est quand même, non, c'est important, quoi. Donc, il est né en Indre-et-Loire, à La Haye, aujourd'hui, La Haye Descartes, latin, Ayam. Les Marseillais apprécieront, à 50 km de Tours, sur la rivière Creuse, n'est-ce pas? Région centre, donc. Et Abélard est né au Palais, lui, certes, en Loire-Atlantique, dans la vallée de la Sèvre nantaise, 20 km au sud-est de Nantes, 7 km au nord-ouest de Clisson, région des Pays de la Loire. Donc, mais n'empêche que le portrait des Bretons est excellent, je trouve. Mais bon, c'est une autre affaire, cela. Oréo. Jean-Barthélemy Oréo, 1812-1896, qui est l'heureux vainqueur du concours de 1845, écrit
dans le livre tiré du mémoire couronné, publié finalement en 1850 sous le titre « De la philosophie scolastique », il écrit « Au moment où nous livrons ce mémoire à l'impression, donc on est en 1850, nous recevons le premier volume d'une édition complète des œuvres d'Abélard. C'est M. Cousin qui vient d'élever ce monument à la gloire de la philosophie française. » Et Oréo, d'entonner à son tour, si j'ose dire, l'hymne national, alors lequel, whatever, pour célébrer en conservateur des manuscrits français de la Bibliothèque nationale de 1848 à 1851. Il a eu une carrière très brève à cause de ses opinions politiques, mais aussi en vieux révolutionnaire. Son premier ouvrage, paru en 1834, s'intitulait « La montagne ». C'était pas sur les Pyrénées, hein, c'était la montagne et la Gironde. Non, bon, son premier ouvrage donc s'intitulait « La montagne ». Oréo célèbre le génie de cette nation à laquelle doit appartenir l'empire de la pensée. Oui, sans doute, écrit-il, et disons-le avec un juste orgueil, si la France a été le sol natal de la scolastique, c'est que l'esprit français est particulièrement doué de cette audace curieuse qui ne connaît ni les obstacles ni les périls, qui ne voit jamais que le but et se précipite toujours pour l'atteindre. La scolastique, c'est le travail des intelligences qui, longtemps asservies à l'empire absolu d'un dogme révélé, s'efforcent de mériter et de conquérir leur émancipation au prix, certes, de cette douce sécurité que procurent l'esclavage et la foi. La scolastique, c'est la révolution qui se prépare, qui annonce sa venue, et la révolution qui l'ignore, c'est la France même. On est content d'être médiéviste, hein. Donc, sous la plume d'Oréo, historien de la philosophie scolastique, s'accomplit le double mouvement de la translatio studii, hein, du transfert des études, et de la translatio imperii, du transfert du pouvoir. Les deux fusionnent en France à l'enseigne de l'intelligence. En cela, Oréo réalise bien le vœu de l'Académie, dont le premier point du programme de 1845, que vous avez au tableau. Donc on avait la scolastique et la révolution, hein, et maintenant, examen critique de la philosophie, le premier point. Les concurrents renfermeront leurs recherches dans l'étude de la philosophie scolastique en France, et particulièrement dans l'Université de Paris, la France ayant été au Moyen-Âge la lumière de l'Europe, et l'Université de Paris la mère de toutes les autres universités françaises et étrangères. Abélard, une passion française, n'allons pas trop vite en besogne. Ce qu'il faut penser philosophiquement, historiquement et archéologiquement, c'est l'installation d'Abélard en promoteur du conceptualisme. Autrement dit, c'est la dissociation du nominalisme et du conceptualisme. C'est ça qui est intéressant archéologiquement. La dissociation du nominalisme et du conceptualisme en termes à la fois génétiques et structurels. Rosselin, Abélard, Occam. Cousin, comme le notait déjà en 1989 le grand historien américain de la philosophie médiévale, William Courtney, qui est le meilleur spécialiste de l'histoire du nominalisme pris comme un tout. Cousin distingue radicalement le nominalisme de Rosselin et le conceptualisme d'Abélard. Et c'est sur cette dissociation du nominalisme et du conceptualisme qu'il fonde le scénario d'une scolastique entendue comme forme native de la philosophie française. Il faut un tiers entre le nominalisme et le réalisme. Il faut un tiers entre les mots et les choses.
Le conceptualisme, c'est la troisième voie, disais-je, en philosophie. Mais évidemment, le scénario qui voit le conceptualisme se séparer du nominalisme a une histoire, une longue histoire, et il a trois acteurs dans l'histoire de la philosophie: Rosselin, Abélard, Occam. Et le synopsis, si je puis dire, de ce scénario, ce qui précède ce scénario développé par Cousin, ce synopsis, il est antérieur à Cousin. Donc je veux insister sur deux choses. Il faut un tiers entre le nominalisme et le réalisme. C'est quasiment une exigence conceptuelle, hein, puisqu'il y a mots, concepts et choses. Et il y a, avant Cousin, des tentatives de description de la querelle des universaux sur ce patron, sur ce modèle. Il faut un tiers entre le nominalisme de Rosselin et le réalisme de Guillaume de Champeau. Guillaume de Champeau, qui est, je reviendrai sur lui, le représentant, le champion du réalisme, dont Abélard raconte dans l'histoire de ses malheurs comment il est allé interrompre ses cours, le défier et l'emporter sur lui à chaque fois. Il faut un tiers donc entre le nominalisme de Rosselin et le réalisme de Guillaume de Champeau, comme il y a un tiers entre les mots et les choses. Et pour celles et ceux qui assistaient à ma leçon inaugurale, je disais qu'il fallait des pensées entre les mots et les choses, et même des pensées entre les mots et les roses. Et beaucoup de gens se sont interrogés, enfin beaucoup, deux personnes à dire vrai, mais enfin, quand même, si un seul homme met une foule, comme disait le sage, deux, alors, on m'a demandé ce que venaient faire ces roses dans cette affaire. Eh bien, je peux vous répondre. On était un 13 février, et le 13 février est la veille du 14 février, qui est la Saint-Valentin. Et donc, je commentais, c'est ma dernière chance d'être compris aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc j'en profite, le vers de Bernard de Cluny, Stat Roma Pristina nomine, nomina nuda tenemus, que Umberto Eco a repris en mettant Rosa, la rose, à la place de Roma, Rome, ce qui donne Stat Rosa Pristina nomine, nomina nuda tenemus. Nous gardons la rose du matin que le nom, ne tenons que des noms vides. Bon, alors le tiers nécessaire, n'est-ce pas, entre Rosselin et Guillaume de Champeau, entre le nominalisme de Rosselin et le réalisme, ce n'est pas Cousin ce n'est pas une lubie de Victor Cousin, ce n'est pas même Cousin qui le découvre, puisqu'il est déjà chez Gérando. Donc voilà chez notre ami Gérando. Il est aussi dans les sources de Gérando, médiévales et modernes. Le débat entre nominalisme et conceptualisme est en fait la grande affaire des années 1800, la grande affaire des modernes, parce que c'est entre les deux philosophies, le nominalisme et le conceptualisme, que se fait le choix du philosophe en 1800. Et c'est à partir des deux, évidemment, que s'invente le récit de l'historien. Je dis bien s'invente, car dans les années 1800, on dispose, en 1803, on n'a ni les textes d'Abélard, ni les textes de Rosselin. On connaît l'histoire de mes malheurs, enfin des siens, mais l'Historia Calamitatum, bon, mais on n'a pas la dialectica, on n'a pas la logica, bon. Alors si l'on n'a pas les textes, de quoi dispose-t-on? On dispose d'histoire, au pluriel. L'histoire, c'est une sorte de film choral, il y a plein de voix qui se font entendre si on tend l'oreille. Et dans le cas précis, les protagonistes sont donc au XIIe siècle Jean de Salisbury, que j'ai mentionné tout à l'heure, avec le Metallogicon et le Polycraticus. Mais si on est plus attentif à ce qu'écrit Gérando, si on regarde ce qu'on pouvait lire en 1803 et en 1800 d'une manière générale, eh bien on voit qu'il y a des choses. Il y a un texte du XVIe siècle qui a pour auteur Aventinus, autrement dit Johannes Thurmair,
qui est l'auteur. Alors, vous vous dites, mais peut-être, la querelle des universaux, Annales Boiorum, autrement dit, l'histoire du duché de Bavière. Eh bien oui, c'est dans l'histoire du duché de Bavière que l'on va trouver des éléments intéressants sur les nominales. Bien sûr, il y a une raison à tout ça, c'est que Occam, comme vous le savez, au XIVe siècle, a quitté ce monde cruel où on voulait l'empêcher de penser pour aller se réfugier en Allemagne. Donc il y a une transition toute naturelle qui se fait là. XVIIe siècle, César du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis a Carolo Magno ad nostra tempora. Il y a une histoire de l'Université de Paris, écrite par Du Boulay, 6 volumes, et qui est une source intéressante. Et puis évidemment, il y a Charles Ducange, 1678, avec son célèbre glossaire du moyen latin et du bas latin. Donc on ne manque pas en fait de sources possibles. Cela, William Courtney l'a bien vu. Et donc il faut lui rendre hommage. Une source majeure pour rendre compte de l'image qu'on a de la philosophie scolastique et de la querelle des universaux et du nominalisme surtout au début des années 1800, qu'elle soit directe ou indirecte, c'est le résumé qu'en a donné Aventinus Thurmayer dans son Histoire du duché de Bavière, écrite au début du XVIe siècle. Aventinus voyait le réalisme et le nominalisme comme les deux idéologies qui se partageaient, si je puis dire, le marché durant la période scolastique. Il en fait remonter les origines du nominalisme, il fait remonter les origines du nominalisme à Rosselin à la fin du XIe siècle, voit dans Abélard un compagnon de Rosselin et quelqu'un qui, comme lui, soutient le nominalisme, et il croit que Occam a réintroduit le nominalisme en opposition à Thomas d'Aquin et à Duns Scott, et grâce aux disciples d'Occam, le nominalisme s'est répandu comme une traînée de poudre dans les universités de langue allemande, que ce soit à Vienne ou à Heidelberg. Donc voilà le tableau qu'on a au XVIe siècle. Voilà, donc ceci, vous le trouvez dans un texte dont je vous recommande vivement la lecture, qui est In Search of Nominalism, 2 siècles de débats historiques, ça date de 1989 et c'est paru dans le grand recueil des travaux de Courtney qui s'intitule Occam and Occamism, Studies in the Dissemination and Impact of His Thought, Leiden, Brill, 2008. Alors, Aventinus du Boulay et Ducange, c'est une sainte trinité historienne, mais qui est complétée par d'autres œuvres que j'évoquerai la semaine prochaine. Jacob Brucker avec son Historia Critica Philosophiae, Tennemann qui a été traduit par Cousin, il traduit sans arrêt Cousin ou Edith, avec sa Geschichte der Philosophie, 11 volumes, et le Grundriss der Geschichte der Philosophie für den akademischen Unterricht, le manuel d'histoire de la philosophie pour l'enseignement académique. Et enfin, Boole, le Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, complété par sa Geschichte der Neuen Philosophie. Donc, vous voyez, on ne manque pas de sources, travaux d'historiens proprement dit, avant Cousin. Et comme vous le verrez, on a aussi des travaux de philosophes avant Cousin, qui sont les apologètes du nominalisme. Le plus célèbre, si l'on ose dire, étant un certain Jean Salabert, qui publie une défense de la philosophie des nominalistes en 1665. Donc on reviendra sur ça. Mais vous voyez, le nominalisme n'est jamais mort d'une certaine façon, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et donc quand je parle de long Moyen-Âge,
à dire vrai, c'est à des phénomènes de ce genre que je fais allusion. Et vous voyez que s'échange, ce relais, se passe le témoin dans ce long Moyen-Âge, aussi bien les protagonistes philosophes de l'affaire que ceux qui s'en font les relateurs et les historiens. Et parfois, ce sont les mêmes. Donc, le travail est compliqué, mais d'autant plus passionnant que tous ceux qui s'en mêlent, n'est-ce pas, sont à la fois philosophes et historiens à l'époque. Philosophes plus ou moins brillants, historiens plus ou moins exacts, mais on viendra au meilleur d'entre eux, Dugald Stewart, la semaine prochaine, j'espère. Voilà, merci beaucoup.